Quoi ça consiste la supply chain? En fait, si on veut parler d'une façon plus terre à terre, on dirait que c'est un ensemble d'entités qui toutes participent de bout en bout à offrir de la valeur aux clients. Donc, offrir de la valeur aux clients, c'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle aussi dans un autre langage Value Delivery Network, le réseau qui délivre la valeur. Une chaîne de valeur, une chaîne logistique, c'est une chaîne qui délivre in fine la valeur au client. Bien, pour pouvoir offrir de la valeur, et puisqu'on a dit c'est plusieurs étapes, plusieurs intervenants, il ne suffit pas, hein, il ne suffit pas d'avoir une performance locale par entité ou par étape. Parce que finalement, hein, la performance d'ensemble s'aligne sur la mauvaise performance. S'il y a une étape ou un acteur qui tire vers le bas, on est obligé, on s'aligne hein, sur la plus mauvaise performance. Donc, quelles que soient les performances locales, ponctuelles, ils pourraient être annulés par un dysfonctionnement d'ensemble. C'est pourquoi la supply chain a pour mission, effectivement, d'assurer cette synchronisation d'ensemble pour éviter les dysfonctionnements, pour éviter à ce qu'il y ait des goulots d'étranglement qui permettent effectivement d'entraver hein, la formation de la performance finale. C'est très important, la mission de la supply chain. Le manager supply chain, au jour le jour, il est amené à combattre ces dysfonctionnements et à assurer la fluidité des flux d'informations, des flux physiques, hein, pour pouvoir finalement offrir la valeur la meilleure. Ce faisant, il combat les coûts cachés, hein, les coûts cachés qui sont les coûts hein, de ce dysfonctionnement. Hein, quand il y a dysfonctionnement, derrière, il y a un coût qui n'apparaît pas, hein, ce qu'on appelle les hidden costs, hein, les coûts cachés. Bien, ces coûts cachés, la responsabilité du manager de la supply chain, c'est effectivement de les chasser carrément pour qu'on puisse arriver globalement et dans l'ensemble à une performance totale. Donc, c'est un travail qui nécessite la coordination entre les différents acteurs, de ces différents maillons de cette chaîne, hein, en amont, pendant et en aval. Alors, c'est pour aborder cette mission du manager supply chain au quotidien que nous avons fait appel à des intervenants de taille. Madame Fatima Akdim, qui est responsable de notre planning chez une des multinationales les plus renommées au monde, c'est Bosch, et il le fait pour l'ensemble de l'Afrique. C'est Bosch Africa. Donc, il va nous dire hein, en quoi consiste le travail d'un responsable de notre planning, qui est une étape importante de la supply chain. Et puis, quand il aura terminé, je donnerai la parole à M. Abdelillah Hatid, expert en stratégie, qui a une grande expérience, que ce soit au Maroc à l'étranger, qui va partager avec nous hein, les leçons de cette expérience et partager avec nous son expertise. Très bien. Alors, j'appelle Fatima parce que nous sommes tous sur le mur ordinateur pour éviter les interférences. Donc, j'appelle Fatima pour qu'il puisse venir à ma place, prendre ma place. Ben, le moment de nous installer, on revient. Donc, bonjour tout le monde. Comme Monsieur Filali m'a présenté, je suis Fatima Akdim, responsable demand planning chez Bosch Maroc. Donc, je suis responsable fonctionnel et régional. Donc, je suis responsable du demand planning pour toute la région Nord-Afrique et Afrique de l'Ouest, pardon. Donc aujourd'hui, le but en fait de cette présentation, c'est de vous rapprocher un petit peu du quotidien du responsable demand planning plus précisément, qui en fait a beaucoup de points en commun avec les autres fonctions de la supply chain. En premier lieu,
Donc, je vais essayer de présenter la structure de la supply chain et ses différents aspects. En citant bien évidemment l'exemple de la structure de laquelle je fais partie, qui est la supply chain de Robert Bosch Maroc, et plus précisément la division accessoires d'outillage électroportatif, parce que c'est la division avec laquelle je travaille. Donc, nous gérons tout ce qui est accessoires d'outillage électroportatif, juste pour expliquer ce que c'est pour les personnes qui connaissent pas peut-être. Donc, parmi nos produits, on a des marteaux-piqueurs, des visseuses, des perceuses. Donc ça, c'est des machines. Et pour faire fonctionner ces machines, on a besoin d'accessoires. Donc, et l'accessoire, c'est ce produit-là qui va avec la machine. Par exemple, pour la perceuse, on aura besoin d'un forêt pour pouvoir effectuer la tâche qu'on a besoin d'effectuer avec cette perceuse. Et en fait, ces produits-là, ils se caractérisent par beaucoup de complexité parce qu'il s'agit de différentes dimensions, différentes qualités de travail et de finition. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, notre portefeuille dans le monde, il s'élève à plus de 30 000 références. Et en Afrique, on gère presque 2000 références ou plus. D'accord? Donc ensuite, après avoir eu une vision un peu globale de la chaîne logistique, je vais me concentrer sur ma fonction qui est celle de demand planning. Donc, je vais essayer de présenter les divers process qui y sont associés. Et j'essaierai surtout de partager avec vous des exemples de la vraie vie, quoi. Donc, ce que je fais concrètement quand je suis au travail. Et ensuite, on va parler un peu aussi des défis rencontrés par le responsable demand planning. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier slide. Il représente, comme vous l'aurez imaginé, j'imagine vous l'aurez déjà compris, ça c'est une supply chain. Donc elle est constituée de divers intervenants, divers maillons. Donc en premier lieu, on a la partie source. Donc, nous avons évidemment tout ce qui est fournisseur, donc les sous-traitants, c'est-à-dire les unités de production auxquelles on va déléguer une partie de notre production. Et nous avons les fournisseurs de matières premières. Puis, en deuxième phase, la partie make. Donc, ça englobe tout ce qui est production et conditionnement. Donc, ici, nous avons aussi des unités de production. Et des unités de conditionnement. Donc, nous avons une production qui est faite pour les accessoires, en tout cas chez Bosch. On a des productions qui sont faites par des sous-traitants et on a des produits qui sont faits par des unités de production. Donc, nous avons des sous-traitants un peu partout dans le monde, donc en Asie, en Europe, et ça va de même pour nos propres unités de production. Donc, on en a un peu partout. Et on a aussi des unités de conditionnement. Pourquoi? Parce que pas tous les produits qui sortent d'une unité de production, que ce soit de chez un sous-traitant ou de notre propre unité de production, sont conditionnés. Donc, nous avons, par exemple, je vais rester sur l'exemple des forêts parce que c'est l'exemple le plus simple. Par exemple, on a une production de forêt d'une référence particulière, donc ça se fait en masse, et ils vont aller vers la partie conditionnement pour être conditionnés soit en unité, soit en pack, soit en set. Donc c'est pour ça qu'on a des produits qui doivent passer par cette étape, mais pas tous les accessoires passent par une unité de production. Des fois, ils sont déjà prêts et conditionnés chez le sous-traitant ou bien en sortant de l'unité de production. Donc cette partie-là, c'est la partie qu'on appelle, selon le modèle SCORE, la partie make, donc où il y a de la fabrication, de la production. Ensuite, une fois conditionné, nous avons des centrales de distribution. Donc on en a une en particulier qui est l'unité de distribution internationale, on l'appelle IDC, Intercontinental Distribution Center. Donc, c'est un centre de distribution qui est assez grand donc, et qui dessert normalement la totalité du globe terrestre, en fait, que ce soit l'Afrique, toutes les régions, tous les continents. Mais avec cette unité de distribution, nous avons aussi des centres de distribution régionaux. Donc, par exemple, pour l'Afrique et pour aussi le Middle East et l'Asie, nous avons un centre de distribution à Dubaï. Pourquoi ces centres de distribution? D'accord, je veux juste vérifier si tout le monde m'entend. Est-ce qu'on m'écoute?
Oui. Oui, oui, on m'écoute. D'accord. Donc, je voulais juste m'assurer. Si jamais le son est coupé ou quoi que ce soit, prière de me notifier. Euh, donc, euh, donc, je disais, on a des centres de distribution régionaux aussi. Pourquoi? Bah, comme j'ai dit, la plupart des produits, ils sont stockés dans le centre de distribution international, qui est en Europe, en Allemagne. Mais pour des raisons d'optimisation de coûts et aussi de délai, pour des produits, par exemple, qui sont produits en Asie, ça serait un peu, on va dire, une perte d'argent et de temps d'acheminer les produits jusqu'en Europe pour ensuite les distribuer en Asie ou bien au Middle East. Donc c'est pour ça qu'on a des centres de distribution dans certaines régions qui en fait qui assurent la distribution d'une région particulière et vers lesquelles les produits sont acheminés directement soit de chez le sous-traitant, soit de l'unité de la production ou bien l'unité de conditionnement. D'accord? Donc ensuite sur la partie deliver, donc depuis les centres de distribution, ou bien les centrales de distribution, nous avons un acheminement envers soit les entrepôts locaux, donc là où on en a. Donc, généralement, on a un entrepôt local. Dans les pays, on a une structure de vente ou bien un sales office, un bureau de vente. Par exemple, au Maroc, Bosch Outillage est implanté ici. Donc, on a un bureau de vente ici. Donc, nous avons aussi un entrepôt qui nous permet de stocker nos produits pour pouvoir vendre au client final par la suite. Mais dans certains pays, on n'a pas notre propre structure de distribution et on a un partenaire. Donc, c'est un client aussi qui se charge de la distribution de nos produits dans le pays. Donc, normalement, là encore, il y a un flux entre les centrales de distribution et les entrepôts locaux ou bien le partenaire. D'accord? Donc, depuis cette phase-là, donc l'entrepôt local ou bien le partenaire, c'est là, il y a un flux de produits vers le client final. Donc, c'est en quelque sorte la fin de la chaîne. Donc, pour la distribution, c'est soit vers des revendeurs ou bien des grossistes ou bien des points de vente ou bien vers l'utilisateur final. Donc, ça peut être, comme c'est des produits qui sont utilisés dans des industries, des fois, on vend directement aux industries en fait, qui ont besoin de nos produits. Donc, en fait, comme vous l'avez certainement constaté, il y a beaucoup d'intervenants et ce que j'ai fait là, c'est juste une petite représentation un peu théorique, mais en vrai, donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs sous-traitants, plusieurs unités de production, plusieurs unités de conditionnement, plusieurs entrepôts locaux, plusieurs partenaires. Donc, c'est un réseau qui est extrêmement complexe et ça nécessite bien évidemment beaucoup de gestion et surtout beaucoup de planification. Et donc, cette planification, elle se fait tout au long de la chaîne, donc de bout à bout. Et parmi les planifications qui se font, on fait ce qu'on appelle le demand planning. Donc, cette planification, elle se fait sur cette phase-là. Donc, depuis l'acheminement des produits, depuis les centrales de distribution jusqu'aux clients finaux. Mais il n'y a pas que ça, en fait, même au niveau d'approvisionnement des centrales de distribution. Donc, il y a encore une planification, ce qu'on appelle le supply planning. Donc, c'est des personnes qui gèrent en fait la planification des approvisionnements soit depuis le fournisseur vers la centrale de distribution ou soit l'une des unités de production vers les centrales de distribution. D'accord, donc pourquoi le demand planning il est important? Donc si vous l'avez remarqué, il s'agit ici de flux physiques, bien évidemment, et flux financiers, donc parce qu'on gère des coûts. D'ailleurs, la supply chain, c'est parmi les centres de coûts les plus consistants dans une structure. Mais il y a aussi des flux très importants, c'est les flux d'information. Et pourquoi le demand planning est très important? Parce que c'est en fait la partie qui est en contact avec le marché, avec la demande réelle du marché. Donc, les flux d'informations qui sont transportés ou bien transmis envers l'amont de la chaîne, c'est-à-dire vers les supply planners, vers la production, etc. Donc, c'est nous qui sommes responsables de ces flux-là. Et c'est très important qu'on puisse
générer des informations fiables. D'accord? Et c'est en fait ça le demand planning. Ça consiste en fait à établir et à mettre en place des prévisions de la demande des produits dans le but d'assurer leur disponibilité à la vente. Donc, qu'est-ce qu'il fait concrètement le demand planner? C'est qu'il fait des prévisions de vente. Il estime ou il anticipe ce qui va être demandé dans un temps futur afin d'assurer que ces produits sont disponibles à la vente au moment voulu. D'accord? Et cette fonction, elle gagne de plus en plus d'importance parce qu'aujourd'hui, on veut avoir ce qu'on appelle demand-driven supply chain. Donc, tout ce qu'on fait dans la chaîne logistique, la production, le transport, donc tous ces coûts-là, c'est dans le but de satisfaire la demande. Donc, si on ne va pas arriver à satisfaire cette demande, en quelque sorte, tout ce qui se fait part en vain. Donc, on essaye au maximum d'axer notre chaîne logistique sur la demande. Donc, et pour faire ça, pour que la chaîne logistique soit axée sur la demande, il faut que le flux d'informations partagées soit déjà, ça doit être des informations fiables et ça doit se faire dans un temps réel ou bien le plus tôt possible. Donc, en fait, on essaye d'intégrer d'ailleurs les fonctions sales et demand planning pour qu'on puisse avoir ce flux d'informations de façon systématique. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le demand planning, c'est une fonction qui en quelque sorte, définit le sort de toute la chaîne logistique. Donc, concrètement, comment ça se fait? Comment est-ce qu'on assure que toutes les informations gérées par le demand planner ou le responsable demand planning sont fiables? Eh ben, il va falloir en quelque sorte les contrôler et s'aligner avec les autres départements. Et c'est ce qu'on fait en fait durant le Sales and Operations Planning. Donc ça, c'est un process qui a pour but en fait d'aligner tous les plans du business. En fait, aligner le plan supply chain avec les plans, ce qu'on appelle le plan commercial. Donc, dans la théorie, il y a le plan d'approvisionnement, plan industriel et plan commercial. Donc, le but, c'est d'avoir tous ces plans-là bien alignés. Donc, pour faire ça, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les données de vente et les prévisions. Donc, quand on parle de données de vente, on parle bien sûr d'historique de vente. Donc, c'est ce qui nous permet de comprendre un peu le comportement de vente des produits. Donc, ça nous donne une idée sur le potentiel sur le marché. Et aussi les prévisions qui sont générées, soit statistiquement, en se référant à l'historique de vente, soit c'est des prévisions qui sont en fait préparées avec le responsable commercial. Puis ensuite, la deuxième étape, c'est d'analyser ces données et de s'aligner sur ces données-là. D'accord? Ensuite, on analyse la situation de stock, donc pour voir est-ce que notre situation de stock, elle suit effectivement cette demande. Et analyser aussi la capacité d'approvisionnement. D'accord? Donc, quand on vérifie notre situation de stock, à ce moment, on arrive à mettre en place un plan d'approvisionnement. Et une fois ce plan d'approvisionnement mis, on essaie de voir si effectivement il y a la capacité de faire cet approvisionnement. C'est-à-dire tout simplement vérifier auprès des centrales de distribution s'ils ont la capacité de nous livrer ces commandes-là. D'accord? Donc, si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, à ce moment, il faut carrément revoir le plan commercial. Donc, surtout s'il y a des activités planifiées, des promotions, un lancement. Donc, si logistiquement, ce n'est pas possible, il faut notifier la direction commerciale pour qu'ils puissent revoir leur plan et voilà, s'aligner. Et soit on reporte, soit on annule carrément, ça dépendra. Donc, et suite à cette revue du plan commercial, on revoit aussi notre plan d'approvisionnement. D'accord? Donc, aujourd'hui, en fait, je vais essayer de vous rapprocher un peu du quotidien. Donc, c'est pour ça que j'ai fait quelques captures d'écran de carrément des outils que j'utilise au quotidien. Donc, pour parler un peu de vous rapprocher de ce process S&OP, donc, je vais vous montrer exactement ce que je fais, ou presque. D'accord? Donc, ça, ce que vous voyez sur l'écran, c'est un rapport qui nous montre les différentes données qu'on utilise pour l'analyse de la partie, c'est-à-dire du plan commercial et l'analyse du plan logistique. Donc, j'espère que vous arrivez à voir clairement. Donc,
il y a différentes données. Donc, on a des données sur les mois, les différents mois. Donc, on va se concentrer à partir du mois de mars, puisque c'est ce qui est dans le futur. Et si vous voyez la quatrième ligne, donc c'est ce qui représente le forecast que moi, en tant que demand planner, en ce moment, j'ai pour ce pays. D'accord, donc c'est mon planning logistique. Et si vous partez sur l'avant-dernière ligne, vous avez ce qu'on appelle le Rolling Sales Forecast. C'est le forecast qui a été établi par la direction commerciale. D'accord, déjà, on va aller sur l'exemple de mars. Donc, on va faire une petite analyse. On arrive à voir que mon forecast, qui est le forecast du demand planner, il dépasse largement le forecast de la direction commerciale. Donc là, il y a une déviation qui alerte un peu et qui fait qu'il faut revoir nos chiffres. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout aligné. Donc, il faut vraiment aller voir ça en détail et trouver d'où vient la déviation pour pouvoir y remédier. Donc ensuite, normalement, cet outil, il est censé me permettre de faire une analyse par segment, mais comme en Afrique, cette option n'est pas encore développée, malheureusement, je travaille autrement. Donc, je fais mon propre tableau de bord et mon propre tableau d'analyse qui me permet en fait de faire l'analyse par segment. Donc là, j'ai compris que sur le mois de mars, par exemple, il y a un problème. Donc, je vais sur mon tableau de bord que je prépare. Donc, c'est un fichier Excel où je mets toutes les données par référence. Donc, c'est très détaillé. Je mets en fait une classification ABC, donc pour pouvoir déterminer quels sont les produits qui contribuent le plus au chiffre d'affaires, une classification qu'on appelle XYZ, donc c'est une classification qui nous permet de connaître quels sont les produits les plus volatiles, quels sont les produits qui ont une régularité dans la demande. Donc toutes ces informations sont centralisées sur ce fichier-là. Et sur ce fichier, j'ai ma segmentation. Donc j'ai ma segmentation, donc j'ai le détail du forecast qui est en ce moment sur mon système de planification par segment, d'accord, par mois. Et ce forecast, en fait, je le compare avec ce qu'on appelle le marketing plan. Donc, c'est un plan qui est établi par le responsable commercial, donc rien que pour la division accessoire. Et ce plan-là, il est fait par segment. Donc, c'est plus facile pour moi de comparer. Donc, je me réfère à ce plan et je fais les calculs qu'il faut et je sors les déviations et je détermine quels sont les segments où il y a une déviation. Et à partir de cette analyse, je sélectionne par exemple, ça peut être un segment ou deux, je vais aller voir mon segment qui représente une déviation et aller voir de plus près le forecast qui est sur les gammes de produits qui correspondent à ce segment. Donc, ce travail-là d'analyse et de rapprochement et de vérification des segments, je le fais avec le responsable commercial, donc dans une réunion qu'on appelle Monthly Meeting, SNOP Meeting. Donc, c'est une réunion qui se fait chaque mois et qui nous permet de revoir nos chiffres et de nous revoir nos forecasts. Donc, à ce moment, on vérifie si on essaye de voir quelles sont les références sur lesquelles il y a un problème, il y a soit une surestimation de la demande ou underestimation of the demand. Voilà, donc ensuite, suite à ça, on ajuste par la suite ce qu'il y a à ajuster. Donc, pour ajuster, donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir quand je passe d'un slide à un autre. Voilà, donc une fois l'analyse faite, une fois on relève les références ou les produits qui impactent notre plan, on fait les ajustements qu'il faut. Donc ça, c'est une image de quoi a l'air notre système de forecast. Donc ça, c'est un système en fait, dans lequel on télécharge tous nos forecasts. Donc, pour modifier le forecast. Donc, il y a moyen de faire c'est-à-dire chargement des données en masse, mais il y a aussi moyen de faire ça produit par produit. Donc, ça, c'est l'image que j'ai pour l'un des produits. Donc, sur cette partie-là, vous avez ce qu'on appelle le forecast statistique.
Donc ça, c'est un forecast qui est calculé statistiquement sur la base des réalisations précédentes. Donc il y a des algorithmes et des modèles de forecast qui sont sélectionnés selon le comportement de chaque produit et le système, il planifie statistiquement. Il y a des fois où ce forecast statistique, il est fiable, donc on arrive à mesurer ça avec ce qu'on appelle la qualité du forecast, donc c'est un indicateur qu'on va voir tout à l'heure. Il y a des fois où c'est pas fiable et à ce moment, on y apporte des corrections. Et cette partie-là, c'est la partie où on fait nos corrections de forecast. D'accord? Donc, il y a aussi cette partie, ce qu'on appelle le SP2 launch. C'est là où on met, s'il s'agit d'un nouveau produit, c'est là où on met le forecast pour le lancement. Voilà. Donc, c'est voilà, c'est très très simple. C'est en fait différentes tâches qu'il faut faire. Donc, ça nécessite beaucoup de collaboration, beaucoup d'analyse. Mais en fait, une fois que vous y habituez, donc ça devient, même si vous avez plusieurs systèmes à gérer, plusieurs outils, avec le temps, vous arrivez à trouver votre structure et à travailler avec. Donc normalement, une fois l'ajustement est fait, donc on va aller encore sur cet outil-là et on va vérifier si effectivement tout est aligné. D'accord? Donc ça marque en quelque sorte la fin du process SNOP. D'accord? Une fois que cette partie-là est faite, le demand planner, il a aussi non seulement la responsabilité de gérer tout ce qui est forecast et prévision, mais aussi tout ce qui est approvisionnement. Donc, c'est le demand planner qui a la responsabilité d'approvisionner les entrepôts locaux dont on a parlé tout à l'heure et de gérer le stock dans les entrepôts. D'accord? Et pour faire ça, heureusement, on a un système de gestion d'inventaire qui est intégré avec les différents autres systèmes, que ce soit le système SAP ou le système de prévision que je vous ai présenté. Et ça nous permet d'avoir une gestion facilitée. Donc là encore, je vous présente juste pour avoir une idée de quoi a l'air un système de gestion d'inventaire. Donc sur l'image, la première image à gauche, donc, vous avez une sorte de menu. Donc, ça, c'est sur la partie… En fait, c'est le menu principal. Donc, vous allez remarquer que j'ai 4 colonnes. Donc, ces 4 colonnes, en fait, elles correspondent aux entrepôts que je gère. Donc, j'ai 4 entrepôts à gérer, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Nigeria. Donc, ils sont là et à gauche, vous avez différentes lignes. Donc, chaque ligne, elle correspond à quelque chose de particulier. Donc, les deux premières, elles correspondent, c'est des alertes en fait, donc qui me disent, par exemple, pour la première ligne, vous avez Order Urgently, ça veut dire que c'est quand les colonnes deviennent de couleur foncée, en fait, c'est un signe comme quoi il faut checker, il faut vérifier les références pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça veut dire que soit je suis en dessous de mon stock d'alerte, soit que je suis en rupture parce que j'ai eu une commande inhabituelle ou qui n'a pas été planifiée. Donc, il y a différentes raisons qui font qu'on se retrouve dans des situations pareilles. Ensuite, la deuxième ligne, vous avez la partie order. Généralement, ça correspond à l'approvisionnement normal. Donc, ça me permet en fait, c'est cette fonction-là que j'utilise pour mes différents approvisionnements, donc pour établir mon plan d'approvisionnement. Donc, vous avez différentes lignes. Donc, je vais essayer d'être rapide et bref. Donc, vous avez ce qu'on appelle Parameter Management. Sur cette ligne-là, c'est en fait, ça me notifie pour vérifier tout ce qui est paramétrage sur le système d'un produit. Peut-être qu'il y a un changement au niveau des délais de livraison, donc il faut ajuster ça pour que le système suit. Donc, il y a différents paramètres à ajuster, donc on est aussi un peu responsable de faire ça. Vous avez aussi une colonne, ou plutôt une ligne de planning stratégie. Donc, normalement, il y a différentes stratégies de planification. Donc, pour les portefeuilles accessoires, j'ai 2 stratégies de planification que j'utilise. Donc, j'ai des produits en make to stock. Donc, c'est des produits pour lesquels on établit un forecast, on établit un plan d'approvisionnement et qu'on stocke. Donc, c'est pour lesquels c'est en fait ce qu'on appelle dans la théorie les flux poussés. Et vous avez la partie, les produits MTO. Donc, c'est des produits qu'on décide de mettre sur commande. Donc, c'est des produits qu'on ne stocke pas, on ne planifie pas. On les garde sur notre portefeuille. D'accord? Et dès qu'il y a une demande particulière,
de l'un de nos clients, on déclenche l'approvisionnement pour pouvoir le livrer. Donc, le système, des fois, ce qu'il fait, c'est que, comme c'est aussi un système d'analyse, il nous propose en fait de faire des changements par rapport à la stratégie de planification. Par exemple, si j'ai un produit en make to order, donc un produit que généralement je commande sur commande, si le système il remarque par exemple que on a des commandes récurrentes, il propose à ce que cette stratégie soit changée. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis que le système de gestion d'inventaire, c'est un système qui nous facilite vraiment la tâche parce qu'en fait, il y a tout un paramétrage derrière, il y a des algorithmes derrière qui nous aident un peu dans nos analyses et en fait, ça nous fait gagner beaucoup de temps pour qu'on puisse se concentrer plus sur l'analyse, plus sur tout ce qui est stratégique. Donc, j'ai mis à droite une petite image qui correspond à l'image d'un produit. Donc, une fois que je clique sur l'un des produits, par exemple, j'ai cette image-là qui me montre, c'est en fait ce qu'on appelle planning picture. Donc, ça me montre en fait la situation actuelle d'un produit au niveau du stock. Donc, ce qu'on a en vert foncé, c'est en fait ce qu'on reçoit comme approvisionnement. Ce qu'on a en bleu foncé, c'est ce qui représente les ventes qui ont été faites. Et on a une ligne noire en horizontale. Donc, vu qu'on est sur le mois de mars, si vous remarquez, donc vous allez voir que ça correspond au mois de mars. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Ensuite, vous avez une ligne jaune qui correspond au mois de mai. Donc, cette ligne jaune, elle marque un peu le lead time. Donc, pour ce pays-là, quand je passe la commande, la commande d'approvisionnement, ça met 2 mois pour arriver chez moi. D'accord? Donc, ce qu'on a en bleu turquoise, c'est notre forecast. Donc ça, en fait, ça me permet de voir si cette image, elle est bien ou pas. Donc généralement, là, on est bien parce qu'on a un stock qui nous couvre pour les 2 prochains mois. On a un approvisionnement, donc ce que vous voyez là en une couleur un peu bizarre, du gris peut-être, ou je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Donc ça, c'est une commande en attente d'arrivée. Donc normalement, on va la recevoir d'ici le mois prochain. Donc, et ça me permettra de rester en fait, de rester sur un bon niveau de stock. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des remarques aussi, si je vais très vite ou que j'ai pas bien éclairci un point, vous pouvez me le dire. Ok. Euh, D'accord. Donc là, on a vu un peu ce qu'on appelle Daily Life of a Demand Planner, donc un peu le quotidien. Donc, le SNOP, c'est un process mensuel. Donc, et, tout au long du mois, en fait, on a une réunion mensuelle, mais c'est un process qui s'étend sur le mois entier. Donc, on fait le suivi tout au long du mois. Donc, comme j'ai dit, c'est une réunion que je fais avec le responsable commercial, mais la collaboration avec le responsable commercial, elle ne se fait pas uniquement durant cette réunion. Donc, elle se fait tout au long du mois. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il faut arranger, qu'il faut revoir. Donc, on est tout le temps en contact. Donc, à côté de ce process-là, nous avons, je vais vous présenter aussi les indicateurs de performance parce que c'est quelque chose de très important pour un manager, surtout pour un responsable demand planner. Donc, on a la responsabilité en fait de mesurer au moins de façon mensuelle nos indicateurs de performance. Donc, généralement, ce que vous avez là, c'est les indicateurs de performance en supply chain, plus précisément du demand planner ou de l'inventory manager, donc le gestionnaire de stock. Et comme moi, je porte un peu la casquette des deux, donc je suis les deux, c'est-à-dire les deux catégories d'indicateurs de performance. Sauf que, pour être honnête, au niveau de ma direction, on fait le focus plus sur ces deux-là, c'est-à-dire la qualité du forecast, donc ce qu'on appelle le forecast accuracy and forecast bias, et le taux de service, donc ce qu'on appelle le service level. Donc, on l'appelle SL1. Donc, quand vous voyez SL1, c'est juste le jargon interne.
Donc, pour le reste, ce qui est rotation de stock, donc il s'agit en fait de calculer on appelle ça le inventory turnover. Donc, cet indicateur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous en fait, il vous indique si votre stock il est dynamique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a souvent des entrées-sorties ou est-ce que vous avez un overstock, un stock dormant ou un stock obsolète qui ne bouge pas. Puis, vous avez aussi le taux de couverture. Donc, ça me permet d'avoir en moyenne le stock que j'ai en ce moment dans mon entrepôt. Il me permet de couvrir une période de combien? Donc, généralement, pour nous, vu les lead time, etc., donc, ça peut aller de 90 à 120. Donc, 120 jours. Donc, si le taux de couverture il est entre 90 à 120 jours, donc ça dépend du pays, normalement, on est bien. Si c'est moins, donc c'est critique. Et si c'est plus, bah, ça veut dire qu'il y a un risque d'overstock. D'accord? Puis pour les indicateurs de forecast accuracy et service level, donc je vais les présenter avec un peu plus de détails. Donc pour le forecast accuracy et le forecast bias, donc ces deux indicateurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils nous permettent de connaître la qualité du forecast sur lequel on s'est basé durant les derniers mois. Donc, pour calculer cet indicateur, vous avez en premier lieu le forecast accuracy. En premier lieu, donc, pour le calculer, voilà, on se base pour le mois, par exemple, si je veux calculer le forecast accuracy du mois de février, ça ne va pas être possible parce qu'en fait, il faut minimum 2 mois pour pouvoir calculer. Donc, je vais essayer de rester simple pour ne pas vous frustrer. Donc, je donne l'exemple. Si je veux calculer le forecast du mois de janvier, le forecast accuracy, pardon, du mois de janvier, donc je vais me référer au forecast que j'avais sur mon système, que j'avais donné, la donnée ou bien l'information que j'ai mise, la prévision que j'ai rentrée sur mon outil de forecasting. Mais je vais prendre en considération l'information de il y a 2 mois, c'est-à-dire le mois de novembre. Pourquoi? En fait, parce que nous, tout au long de le fait de revoir les forecasts, etc., il nous arrive d'ajuster. Mais pour avoir le vrai indicateur, c'est-à-dire à quel point on est accurate, c'est-à-dire on est fiable dans un forecast, il faut forecaster à l'avance. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on prend cette donnée-là, la donnée d'il y a 2 mois. Donc, par exemple, pour janvier, je vais prendre le forecast que j'ai mis sur le système pour le mois de janvier en novembre. Pas celui que j'ai mis en décembre, par exemple, parce que déjà, si vous mettez un forecast en mois de décembre, vous n'êtes pas vraiment fiable parce qu'il faut prendre en considération le temps de réaction, les lead time, etc. D'accord? Donc, c'est juste pour préciser pourquoi on prend la donnée d'il y a 2 mois. Donc, ce que vous avez là en bas, c'est la formule sur laquelle on se base. Donc, normalement, c'est la formule, je pense, universelle. Donc, on fait la soustraction du forecast et des ventes qui ont été réalisées. Par exemple, pour le mois de janvier, si on veut analyser, on va prendre le forecast qu'on avait mis pour le mois de janvier, moins ce qu'on a vendu, divisé par ce qu'on a vendu, et on va soustraire. Donc, ça, rien que cette formule-là, cette petite formule, c'est ce qui correspond au forecast bias. Donc, ça, c'est l'erreur. Donc, enfin, c'est pas l'erreur, mais ça nous donne une indication de combien notre forecast, il était, voilà, le décalage. D'accord? Et en fait, quand vous faites cette formule-là, donc, et que vous multipliez par 100, vous avez le forecast accuracy. Donc là, à droite, j'ai mis une petite extraction de notre outil de reporting. Donc, encore une fois, c'est pour ça que les outils sont très, très importants. Au lieu de faire le calcul manuel ou avec des fichiers Excel, donc nous avons un outil, on fait rentrer les informations dont on a besoin, donc c'est-à-dire le pays, la division ou même les produits qui nous intéressent pour avoir cet indicateur-là. Donc, si on va sur la première ligne, par exemple, il s'agit d'un produit X, nous avons forecast accuracy 58%. Donc, notre forecast, il était fiable à 58% et le forecast bias, il est de moins 42%. Déjà, le moins, ça vous indique que vous êtes en under forecasting, c'est-à-dire que vous avez forecasté moins que ce que vous auriez dû faire.
D'accord? Et à combien? À 42%. Donc là, il y a un énorme effort à faire sur la qualité du forecast de ce produit-là. Donc ça, c'est une extraction du rapport de cet indicateur par SKU, par produit, mais généralement, on le fait pour toute l'activité, c'est-à-dire on prend en fait, il s'agit tout simplement de faire la moyenne de tous ces indicateurs, de ce que vous avez là. Par exemple, on va prendre la somme de tous les indicateurs de tous les produits et on va diviser, on va calculer tout simplement la moyenne. La même chose pour le forecast bias, ça va vous donner l'indicateur global par activité. Donc, vous pouvez aussi le faire par segment. Donc, vous rassemblez les produits d'un segment X ou Y et vous faites la moyenne pour avoir l'indication par segment. Donc, on a la possibilité de faire ça sur différents niveaux. Et c'est important aussi parce que ça nous permet aussi d'analyser, de discuter avec les différents responsables marketing et les chefs de produits. Donc, voir exactement quels sont les segments qui impactent le plus. Voilà, donc le plus ça tend vers 100%, évidemment, ça veut dire que c'est bien, et le plus ça tend vers 0%, ça veut dire qu'on est mal et qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Donc à ce jour, à notre niveau, en tout cas, notre objectif en quelque sorte, il est de 50%. Généralement, si le forecast accuracy global de la division, il est de 50%, on dit que c'est bien. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est quand même... bon, quand vous allez par SKU, c'est clair que c'est pas bien parce que 50%, ça veut dire que vous avez raté à 50% votre prévision. Mais comme il s'agit d'une moyenne, c'est-à-dire de toute l'activité, donc avoir 50%, au final, finalement, ça veut dire qu'il y a pas mal de produits qui ont été bien forecastés ou dont les prévisions étaient bonnes. D'accord? Donc ça, c'est pour le forecast accuracy et forecast bias. Puis le deuxième indicateur, c'est le service level, donc le taux de service. C'est tout simplement un indicateur qui vous permet de savoir à quel point vous arrivez à livrer vos commandes, c'est-à-dire le taux de satisfaction des commandes clients. Donc la formule, vous l'avez en bas. Donc aussi, on utilise notre outil de reporting pour pouvoir générer cet indicateur. Donc, et la même chose que l'indicateur précédent, on a la possibilité de faire cette analyse ou de le générer pour l'activité entière ou par segment ou par différents SKU. Donc, en ce qui concerne notre objectif, il est de 90% pour l'activité globale, c'est-à-dire en tant que Bosch accessoire dans le monde, donc au niveau de notre direction supply chain. Donc, ils essayent de garder cet indicateur-là. Mais pour l'Afrique, exceptionnellement, on a 90%. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on a des challenges de lead time. Donc, il y a certains pays où où les lead times ils sont extrêmement lents, par exemple le Nigeria. Donc, ils ont une procédure d'importation qui est un peu, on va pas dire compliquée, mais quand même difficile. On n'a pas des lead times précis, donc ça peut aller de 3 à 5 ou 6 mois des fois. Donc, c'est pour ça qu'on tolère un peu que notre indicateur de service level pour l'Afrique il soit un peu en dessous du reste du monde. Voilà. Donc ça, c'est c'était en ce qui concerne les indicateurs. Donc c'est des choses en fait extrêmement importantes pour analyser et aussi pour piloter votre fonction demand planning. Donc ça vous donne vraiment une idée de là où vous en êtes en termes de planification, en termes de prévision. Donc déjà le forecast accuracy, ça vous permet de savoir si votre forecast il est bien ou pas, si c'est pas de bonne qualité, s'il faut vraiment faire un effort d'amélioration, et aussi au niveau de service level, parce que au final, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir satisfaire les commandes. Parce que quand on ne satisfait pas les commandes, c'est qu'on perd des ventes et on perd du chiffre et on perd aussi des parts de marché. Et ça, c'est extrêmement important pour le business et pour la direction commerciale. Donc ensuite,
parmi les responsabilités aussi du responsable demand planning ou bien du demand planner en général, c'est de planifier ce qu'on appelle le phasing, phase-out des produits. Donc, ça correspond au lancement de nouveaux produits. Donc, dès qu'il y a un nouveau lancement, généralement, les chefs de produits, les responsables marketing et la direction commerciale, normalement, ils travaillent sur ça. Mais le responsable demand planning, il est aussi indispensable parce qu'il fait tout un travail en backstage ou en amont, avant le lancement, pour faire en sorte à ce que les produits soient là au moment du lancement. Donc, à chaque fois qu'on a un lancement, par exemple, le responsable marketing qui est responsable de ce produit, c'est-à-dire qui gère cette famille de produits ou ce segment de produits, il se charge de collaborer avec tous les intervenants, c'est-à-dire l'équipe commerciale locale, au niveau des chefs de produits centrales dans le siège, donc les personnes en fait qui travaillent sur les lancements, et aussi avec le responsable demand planning sur la partie forecast. Donc, on me communique tout simplement le forecast de lancement et je fais en sorte à ce que ce forecast il soit pris en considération et à ce qu'il y ait une planification qui suit ce forecast pour faire en sorte à ce qu'au moment du lancement, excusez-moi, donc pour faire en sorte à ce qu'au moment du lancement, les produits sont là. D'accord? Donc, ce que je représente aussi ici sur ce slide, c'est en fait le processus de lancement tout court, donc dans la théorie, et c'est le processus qui est, en fait, c'est le cycle de vie, pardon, d'un produit, tout simplement. Donc, un produit passe par le lancement, puis il y a une phase de croissance, puis il y a une phase de maturité, et ensuite il y a une phase de déclin et bien évidemment de retrait ou de phase-out. Donc, à chaque phase, le demand planner, il intervient. Donc, comme j'ai parlé tout à l'heure de lancement, donc il intervient avant le lancement. Donc, il fait en sorte à ce que tout soit bien géré avant, tout soit bien planifié. Puis, au niveau de la phase de croissance, en fait, ça correspond à une fois le produit lancé, durant les 3 premiers ou 6 premiers mois, on appelle ça généralement la phase de croissance parce que c'est durant cette phase-là qu'on essaie de voir un peu le développement de la demande pour ce produit-là. Donc, et le demand planner, il fait c'est-à-dire un suivi assez rigoureux pour voir si effectivement la demande, elle suit les prévisions qu'on avait faites pour ce produit ou pas. Donc, soit on est très en dessous, c'est-à-dire on a prévu une demande, mais au final, il y a plus de demandes sur le marché que ce qu'on a prévu. Donc, à ce moment, il faut bien sûr immédiatement ajuster les forecasts et ajuster les plans d'approvisionnement. Sinon, on risque de rater notre lancement parce que la disponibilité, c'est quand même la clé pour un lancement pour qu'il puisse réussir. Donc, ça fait partie des clés. Soit on est très en dessus, c'est-à-dire qu'on a estimé ou on a été très ambitieux avec ce produit, mais au final, ça n'a pas fait l'effet qu'on voulait. Et à ce moment aussi, il faut faire le suivi et discuter avec le responsable marketing, le responsable commercial pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, est-ce qu'il y aura des opérations qui vont être mises en place, c'est-à-dire des activités, euh, voilà. Ensuite, une fois que le produit il arrive à ce qu'on appelle la phase de maturité, c'est-à-dire une fois que le produit devient stable, à ce moment, ce n'est plus considéré comme un lancement. Donc, moi, en tant que demand planner, je le planifie dans le cadre du SNOP, donc du Sales and Operations Process qu'on a vu tout à l'heure, comme le reste des produits. Donc, ça devient un produit régulier, ça n'a pas besoin d'une attention particulière. D'accord? Et juste pour précision, c'est la même chose pour le phase-out. Donc, quand on a un produit sur le marché et qu'on veut le retirer, il faut qu'on fasse une planification logistique. Pourquoi? Parce que généralement, quand on retire un produit, il y a souvent ce qu'on appelle un successeur, donc un produit qui va succéder. C'est le même produit, mais qui est plus innové ou meilleur ou autre. Et il faut faire en sorte à ce que le stock qu'on a, parce que généralement, on a un stock, il soit liquidé au moment où on va lancer le successeur. Et il faut aussi s'assurer que le successeur soit là au moment du sell-out ou du phase-out de ce produit. Donc, les deux processus, ils requièrent un suivi et une planification particulière qui est assurée par le demand planner. Donc, ça, c'était en gros, en fait, les principaux ou bien les principales missions du responsable demand planning. Là, je vais vous parler en fait des challenges.
Donc, parce qu'il y en a pas mal. Donc, comme vous avez constaté, c'est une fonction qui fait appel à beaucoup de collaboration avec différentes parties. Donc, vous avez les parties en amont de la chaîne, c'est-à-dire les responsables supply au niveau de la centrale de distribution. Des fois, vous êtes amené aussi à communiquer avec le fournisseur s'il s'agit d'une livraison directe depuis l'unité de production ou bien le fournisseur, c'est-à-dire le sous-traitant envers le client final, par exemple si c'est un partenaire ou envers l'un des entrepôts locaux. Puis vous avez en fait la partie en aval, c'est-à-dire vous communiquez avec l'équipe commerciale, le responsable commercial. Vous avez aussi la logistique opérationnelle, donc pour faire le suivi de vos approvisionnements. Donc c'est beaucoup d'intervenants avec qui vous êtes amené à collaborer. Et des fois cette collaboration, elle peut être un peu challengeante, c'est-à-dire que chacun, il a ses objectifs. Donc, par exemple, on prend juste le responsable commercial. Quand vous lui parlez, par exemple, de focused accuracy ou bien de service level ou bien de overstock, euh, lui, son objectif, c'est vraiment de vendre. Donc, il fait pas très attention à ces détails. Donc, à moins que vous arriviez à le sensibiliser à l'importance, à l'intérêt, en fait, de collaborer pour faire à ce que ces indicateurs puissent partir dans le bon sens, ça va être difficile d'avoir une collaboration de sa part. Donc, et surtout que c'est quelqu'un, en fait, c'est le lien avec le marché. En tant que demand planner, je n'ai pas une connaissance du marché, je n'ai pas une connaissance des tendances de marché, ni de la compétitivité, ni des événements qui vont survenir sur le marché. Donc, c'est ma seule source d'information. Donc, il faut faire en sorte à ce que cette source-là puisse collaborer au mieux avec vous. Et des fois, comme j'ai dit, ça peut être difficile juste parce que on a des objectifs différents. Donc des fois, quand moi, ça m'est arrivé personnellement que la personne avec qui je collabore me dise une fois, en fait, ça, c'était indicateur des performances, ça m'impacte pas, en fait. Si tu as un overstock, c'est à toi de gérer. Mais en fait, il a fallu juste lui expliquer, par exemple, que quand on a un overstock, on a une capacité de stockage qui est absorbée par un produit qui ne marche pas, qui n'a pas de valeur ajoutée. Donc, ça impacte aussi notre capacité à stocker. Donc, pour tout ce qui est produit nécessaire, on va devoir rester sur un approvisionnement limité pour ne pas dépasser notre capacité de stockage, par exemple. Et lui, dès qu'il a compris ça, dès qu'il a compris que liquider son overstock, ça va lui permettre de stocker ce qu'on appelle un stock nécessaire et ça va lui permettre de améliorer ses ventes. Donc, c'est là où il a commencé à collaborer dans ce sens-là. Donc, en fait, il faut juste trouver le moyen de collaborer avec les différents intervenants de la chaîne logistique et les différentes personnes avec lesquelles vous collaborez. Le deuxième challenge aussi, donc c'est en fait tout ce qui est système d'information et outils de pilotage. Donc, en supply chain en général, vous avez affaire à beaucoup de données, à beaucoup de flux d'informations, surtout quand vous avez un portefeuille de produits qui est très lent, très complexe. C'est difficile de gérer sans des outils et des systèmes d'information performants. Donc, aujourd'hui, nous, par exemple, on a un système, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un système de gestion d'inventaire, système de gestion des prévisions. On a des outils de reporting, mais il y a 2 ans, quand, par exemple, je venais d'intégrer cette fonction, ces outils, par exemple, les outils de reporting, ils n'étaient pas valables pour l'Afrique parce que notre système SAP, il n'était pas intégré. Donc, c'était un challenge pour moi de calculer manuellement, de me référer à des fichiers Excel tout le temps. Donc, ça a absorbé beaucoup de temps et ça ne me permettait pas de me concentrer sur le cœur de mon métier qui est l'analyse et qui est en fait de collaborer afin d'aligner et de transmettre un flux d'informations qui soit fiable. D'accord. Ensuite, le troisième challenge, c'est l'incertitude. Donc, en tant que demand planner, vous êtes amené à faire des estimations pour le futur. Donc, vous savez pas ce qui va se passer. Donc, prenons l'exemple de la pandémie qu'on vient de vivre. Personne n'a vu ça venir. Donc, ça a énormément impacté nos chaînes logistiques. Il y a eu des arrêts de production. Il y a eu des lockdowns, c'est-à-dire des confinements dans certains pays. Donc, on n'a pas pu vendre. Donc, il y a eu beaucoup de décisions à prendre. On était devant des dilemmes. Est-ce que, par exemple, nous, au Maroc, je me souviens, et dans la plupart des pays d'Afrique, on n'était pas encore touchés par la pandémie.
Mais les pays en Asie et en Europe, ils ont arrêté la production. Et nous, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait assurer un niveau de stockage de sécurité, donc mettre un plan d'approvisionnement surestimé un peu pour avoir un stock de sécurité au cas où la production, elle souffre, ou bien est-ce que nous aussi, par la suite, on sera dans la même situation, on n'aura plus de demande sur le marché. Donc, si jamais on fait ça, on risque d'être en surstock. Donc, on ne savait pas quoi faire. C'était une décision très difficile à prendre. C'est pour ça que je dis que on ne sait jamais ce qui va se passer. Même quand vous contrôlez et que vous planifiez, il y a toujours des imprévus. Ensuite, le dernier challenge, et ça c'est un peu spécifique à l'Afrique surtout, donc j'ai parlé tout à l'heure de délais de livraison qui sont très très lents. Ça aussi, ça impacte parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent durant ce délai de livraison. Donc, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de Nigeria. Donc, moi, si je veux planifier pour ma demande de 2000, par exemple, du mois de juin 2001, par exemple, je dois faire ça vraiment 6 mois à l'avance. Et moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans 6 mois à la base. Donc, c'est un peu difficile, en fait, de gérer ça. Donc ça, c'est en fait des challenges qui sont rencontrés dans la chaîne logistique, que ce soit par un supply planner ou un demand planner ou production planner. Donc, il y a toujours ces dilemmes-là. Donc, voilà, c'était en fait presque tout pour moi. Donc, je voulais juste conclure avec cette dernière partie donc, que je trouve aussi intéressante. Donc, on a parlé tout à l'heure du challenge de système d'information, d'incertitude. Et j'ai parlé aussi du fait que les marchés aujourd'hui ils sont caractérisés par la complexité, donc par la volatilité, par l'incertitude. Donc on appelle ça l'ère VUCA. Et en fait, dans le supply chain, on essaye de remédier à ça en arrivant à ce qu'on appelle une intégration de toutes les fonctions et de toute la chaîne logistique. Et on ne va arriver à faire ça que en ayant recours à ce qu'on appelle la digitalisation de la supply chain. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en ce moment, c'est une nouvelle tendance. Donc, tous les axes de recherche se font toutes les recherches se font sur cet axe-là. Avec aussi, vous avez sans doute entendu parler du machine learning et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, ça aussi, c'est des technologies qu'on essaie d'utiliser pour améliorer le demand planning parce que j'ai parlé tout à l'heure d'incertitudes, d'événements externes imprévus ou même internes. Donc, ces technologies-là vont permettre une meilleure analyse et vont nous permettre d'être plus fiables. Et c'est ce qui fait en fait que la supply chain, en fait, c'est ce qui caractérise la supply chain ou le supply chain management, c'est que c'est pas quelque chose qui est stagne, mais c'est quelque chose qui évolue. Donc, les marchés évoluent, il y a de nouvelles technologies et la chaîne logistique aussi, elle doit suivre pour en fait être efficace et optimale. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère que j'ai été claire. Par contre, si vous avez des questions ou si vous voulez que j'éclaircisse quelque chose de particulier, donc c'est le moment. Du diagramme avec les barres de couleurs. Ah, désolé. Donc ça, comme j'ai expliqué, en fait, il s'agit du système qu'on utilise pour la gestion d'inventaire. Donc ça représente, en fait, c'est une capture d'écran de notre système qu'on utilise actuellement. Donc c'est juste pour vous rapprocher un peu de ce que c'est qu'un système de gestion d'inventaire ou gestion de stock. Il s'agit en fait ça d'un produit X. Et là, on a la situation du stock de ce produit. D'accord? Donc vous avez en fait généralement ici la quantité actuelle du stock, vous avez la valeur du stock actuel qu'on a dans l'entrepôt. Vous avez une indication sur tout ce qui a été vendu durant les 12 derniers mois, une indication de ce qu'on a vendu le mois précédent. Et ces barres-là, c'est juste une illustration, en fait, de ce qui se passe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui est en vert ici, en vert foncé, il s'agit des approvisionnements reçus. Donc, chaque fois que, normalement,
c'est en fait, quand vous mettez le curseur donc sur le système, ça vous donne les quantités, la date d'entrée, etc., tous les détails. Et ce que vous avez là en dessous, c'est ce qu'on appelle les ventes, donc les dispatchs. C'est en bleu foncé. Et ce qu'il y a à partir du mois de mars, c'est-à-dire dans le futur, c'est les prévisions en bleu turquoise et ce qu'on a en gris en haut, c'est l'approvisionnement qu'on attend pour le mois d'avril. D'accord? Donc, principalement, ce qui est en haut, ça représente le plus et ce qui est en bas, ça représente le moins. Et ce qui est en gris, là, ça représente le stock. Donc, vous arrivez à voir que, par exemple, l'année dernière, février 2020, on a reçu un très, très grand approvisionnement. D'accord? Et parce qu'on avait une promotion en vue, mais suite à la pandémie, il n'y a pas eu de vente. Donc, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de dispatch. Donc, le mois de mars, il n'y a pas eu de vente. Le mois d'avril, il n'y a pas eu de vente parce qu'il y avait des lockdowns. Et c'est qu'à partir du mois de mai, juin, que ça a commencé à reprendre. D'accord? Est-ce que c'est plus clair là ou Oui, c'était clair. Merci. Je vous en prie. Alors, moi, je n'ai pas de présentation. Bonsoir tout le monde. Je suis Akid. À la base, je suis un homme d'entreprise avant d'atterrir dans le monde académique et le monde des conseils. Donc, je suis un produit de l'Université canadienne McGill. Donc, j'ai un bac+8, un post-MBA en stratégie. J'ai un MBA en commerce international. Donc, là, il y a l'intersection avec la logistique. J'ai un graduate diplôme en marketing communication et j'ai un bachelor en finance. Tout ça parce que je croyais que les revenus sont proportionnels au nombre d'années et de diplômes. Alors, je me suis trompé. Je suis consultant international. Je suis expert radio et télévision, donc j'ai un programme permanent depuis 5 ans, écouté par 5 millions de personnes à la radio. C'est l'entrepreneuriat en arabe, vulgarisé en tant que bénévole pour aider les jeunes et les startups. Et je suis professeur dans quelques MBA et Master. Donc, j'ai passé 15 ans dans l'entreprise, allant de directeur commercial, directeur des opérations logistiques avec Suzuki Maroc. Donc, je suis membre fondateur de la filiale de la multinationale au Maroc. Et j'ai travaillé entre le Maroc et l'Espagne avec Marittima del Mediterráneo, qui est le premier grand opérateur logistique dans la Méditerranée. Donc, j'ai pratiqué plusieurs années pour connaître un peu les difficultés que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc, moi, je vais aller directement dans le travail que je fais dans les entreprises. Je suis un diagnostiqueur d'entreprise. Donc, je vois que beaucoup d'entreprises, elles ont énormément de difficultés qui ne sont pas forcément commerciales ni marketing, mais qui viennent soit de la production, mais essentiellement de la logistique et des opérations. Donc, c'est pourquoi je voudrais souligner la notion de temps et des urgences. Vous avez vu la demoiselle qui vous a fait l'excellente présentation sur Bosch. Un pays d'Afrique sans dénigrer aucun pays en particulier, il faut 6 mois pour faire aboutir un processus logistique importation. Moi, au Maroc, déjà, je n'arrive pas à imaginer ça, parce que quand mes clients, ils ont 7-10 jours de retard de marchandises dans le port, pour nous, c'est déjà un scandale. Parce que le Maroc, il a la chance quand même d'être à 14 km de l'Europe. Et ces dernières années, les gens, ils shiftent énormément vers l'esprit de travail anglo-saxon. Il y a beaucoup de diplômés qui arrivent du Canada, comme moi-même, des États-Unis. Même si le travail se fait en français, beaucoup de gens ils commencent à réfléchir à l'anglo-saxon pour aller très vite, adopter des systèmes de management et des managers toolbox, c'est-à-dire des boîtes à outils de managers. Donc, qui dit logistique, il y a des deadlines, donc il y a des engagements. Imaginez la difficulté d'une manager logistique qui doit planifier un processus qui va prendre 6 mois. Elle l'avait bien dit elle-même tout à l'heure. Dans 6 mois, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Hein. Des choses qui peuvent arriver comme Covid-19, des inondations, des guerres, un produit qui est carrément hors compétition, il est obsolète, personne n'en veut. Parce qu'il y a un autre produit qui est arrivé, peut-être du même fabricant, parce que la recherche et développement évolue tellement vite. Et donc, forcément, il y a aussi la communication doit être fluide et transparente. Dans beaucoup d'entreprises où la fluidité de l'information et la transparence n'est pas assurée. Pourquoi? Parce que soit ils n'ont pas un ERP intégré,
soit ils ont des solutions développées maison qui à un certain moment arrivent à leurs limites. On ne peut pas avoir la même force qu'un éditeur de logiciels. Et donc, dans l'entreprise déjà, les éléments auxquels vous devez faire attention quand vous allez avoir vos diplômes et aller travailler en entreprise, quand vous arrivez, ne dites pas que le système est bon et mauvais, on va prendre ça pour une prétention. Vous prenez un moment de recul, puis vous faites un diagnostic de votre entreprise globale et un diagnostic de votre département. Et vous allez trouver qu'il y a toujours un gap entre ce que vous voulez en tant qu'ingénieur et ce qui se fait tous les jours que Dieu fait. Donc, le gap ne peut être comblé qu'avec la formation. Donc, il faut toujours prévoir de former les gens dans la communication, l'usage des outils informatiques, l'intelligence artificielle. La logistique elle-même, elle est compliquée de par tout le process, de par les engins dont on a besoin. Elle implique toujours des problèmes de sécurité quand on rentre dans les dépôts des grands hypermarchés et supermarchés, que ce soit en France, ici ou ailleurs. Il y a toujours une logistique qui est d'une grande dimension. Donc, forcément, il y a un problème de sécurité qu'il faut assurer pour les vies humaines qui sont là-dedans, pour sauvegarder les biens de l'entreprise, etc. Et doter les gens qui vont travailler avec vous et vous-même d'outils informatiques. De nos jours, si vous n'avez pas un système d'informatique, un système d'information intégré, vous allez souffrir énormément. La demoiselle l'a très bien dit tout à l'heure, je l'ai bien écouté. Sur certains parties, elle avait un challenge de faire des calculs manuels. Quand vous commencez à calculer manuellement sur Excel, regrouper tout ça, copier-coller sur le Word, sur le PowerPoint ou faire des petites bases de données sur Access, ce n'est pas quelque chose de très rose de nos jours. Tout ça, il y a des ordinateurs qui le font aujourd'hui et qui le font de façon intégrée avec un risque d'erreur qui tend vers zéro. Une fois que vous avez tout ça, il faut le choix des partenaires. Je vois beaucoup de clients, quand je fais des diagnostics d'entreprise, qui pour des miettes, pour des petits calculs, ils ont choisi un transitaire qui n'est pas parmi les meilleurs, un transporteur qui n'est pas parmi les meilleurs, ils ont choisi un transitaire qui n'a pas beaucoup de relationnel à l'intérieur des aéroports, à l'intérieur des ports, dans la partie logistique cargo. Et ça peut vous coûter 10 journées de retard. Qui dit journée de retard? Donc, vous ne pouvez pas alimenter les unités de production avec la matière première ou avec une pièce de rechange qui devrait arriver des États-Unis pour une machine ou du Japon ou d'ailleurs pour la machine. Un retard d'une demi-journée pour un petit négociant, c'est gérable, mais pas pour un directeur de production qui doit intégrer une pièce dans une machine qui coûte 10 millions d'euros pour commencer la production le lendemain. Donc, des fois, tous les projecteurs vont être braqués sur le directeur ou le manager logistique parce que juste il y a une carte mère qui devrait arriver chez un fabricant américain ou canadien et dont la machine de production qui fait marcher toute l'usine dépend à 100%. Donc, vous avez 4000 ouvriers qui attendent ce petit circuit intégré ou cette carte mère. Elle est bloquée. Moi, j'ai vécu avec un client un cas parce que le régulateur télécom, il dit que c'est une pièce très sophistiquée, qu'elle doit transiter par lui pendant quelques jours pour qu'on puisse voir si ce n'est pas une pièce pour espionnage industriel ou pour espionnage d'informations, est-ce qu'elle n'est pas connectée directement par satellite pour envoyer des données, etc. Des complications dont on n'avait vraiment pas besoin dans cette usine. Les relations avec l'administration, vous savez, la logistique fait appel toujours à des transitaires, à des forwarders, donc des intermédiaires de transport international, à des sociétés de manutention, de formation sur l'usage des outils de manutention, etc. Des transitaires sont mieux cotés que d'autres chez la douane. C'est ce qu'on appelle la catégorisation en douane. Ils sont dans la confiance avec la douane, ils peuvent faire sortir des marchandises sur simple signature. D'autres, ils sont très petits. Il faudra toujours qu'on voit avec la loupe ce qu'ils vont faire sortir d'un port ou d'un aéroport ou d'une station ou une aire de logistique. Donc, tout ça, c'est des éléments. Vous devez vous doter de bons partenaires pour augmenter la probabilité de réussite dans votre poste. Au niveau du transport, moi-même, j'ai une expérience de 3 ans dans le transport international, que ce soit aérien, maritime, fluvial aussi en Espagne et au Maroc. Donc, je connais de très près les difficultés. Croyez-moi, si vous êtes bien formé, vous savez communiquer,
Et vous savez, ça, vous le mettez en rouge. Vous savez anticiper. Vous savez faire des planifications sur le mois, sur 3 mois, sur toute l'année, mais pour ça, il faut des outils. On ne fait plus ça sur Excel, ça ne marche plus sur le Outlook. Pour ça, il y a des systèmes d'information qui sont faits sur mesure, qui permettent de vous donner des rappels à un certain moment à vous, que la plateforme soit partagée avec vos collaborateurs, parce que les gens peuvent mourir sans préavis, ils peuvent démissionner du jour au lendemain, ils peuvent tomber malades. Donc, il faut impersonnaliser le système de travail. Qui dit transport routier dit risque d'accident, qui dit transport maritime dit les aléas de la météo. Et pour l'aérien, la même chose. S'il faut rappeler de l'histoire du volcan en Islande, ça a mis beaucoup de pays d'Europe, et c'est arrivé même jusqu'au nord du Maroc, dans un brouillard où beaucoup d'avions ne pouvaient plus décoller, ce qui était impensable quelques jours à l'avance. Corona a mis le monde entier à genoux depuis pratiquement une année. Le plus pessimiste des humains ne pouvait pas imaginer quelque chose comme ça. Donc, l'anticipation, se payer de bonnes assurances aussi, c'est des choses qui peuvent aider dans la logistique. Mais la chose dont je voudrais vous rassurer, c'est que dans tous les pays où j'ai travaillé, un peu aux États-Unis, surtout au Canada, en Espagne, ici au Maroc, les logisticiens brillants, ils sont très demandés. Et croyez-moi, c'est un segment de marché d'emploi où il y a un grand déficit. Contrairement aux directeurs commerciaux, marketing, production, aujourd'hui, l'engouement en matière de recrutement, il est dans la logistique, ce qu'on appelle les opérations, parce que les opérations, c'est plus large que la logistique. Les directeurs d'opération, ensuite les managers de la logistique, les ingénieurs de big data, les ingénieurs de data science, intelligence artificielle, ça, c'est les métiers de l'avenir. Et pourquoi? Je vais vous donner des exemples concrets, ce n'est pas juste de l'optimisme gratuit. L'avenir est au e-commerce. Qui dit e-commerce, donc on a besoin de serveurs, on a besoin de claviers, quelques personnes qui font des phoning pour les clients qui ne sont pas très rodés avec les machines, mais derrière ça, il y a une logistique dont les gens n'ont aucune idée. Mettez-vous à la place d'Amazon ou de AliExpress, par exemple. C'est bon? Donc, mettez-vous à la place d'Amazon ou à la place de AliExpress. Vous ne pouvez pas imaginer la logistique qu'il y a derrière ça. Moi, j'ai un ami qui a visité AliExpress en Chine et quand il est arrivé là-bas, il a compris pourquoi on lui a demandé de ne plus envoyer les produits de terroir marocain. Vous savez, l'huile d'argan, Amlo, qui pour les gens qui ne connaissent pas Amlo, c'est des amandes qui sont moulues mélangées avec de l'huile d'argan, un peu de miel naturel, etc. Il est arrivé là-bas, il m'a dit pendant les 5 premières minutes, j'ai vu les Chinois travailler à un rythme qu'on ne peut même pas imaginer et j'ai compris pourquoi j'avais 10% de casse de l'emballage en verre et les Chinois lui ont demandé de faire un emballage en inox alimentaire certifié parce que ça, si ça tombe par terre, vu que la logistique est tellement rapide, ça peut être cabossé. À la rigueur, ce n'est pas la même chose qu'un flacon qui est brisé. Donc, il a vu de ses yeux comment on travaille chez AliExpress et Alibaba. Il m'a dit, c'est dommage que c'est interdit de filmer une séquence de 5 minutes comme ça. Ça va laisser le monde entier perplexe face à cette vitesse avec laquelle les Chinois ils livrent le monde entier. Amazon, ben, c'est le même modèle américain. C'est la plus grosse fortune au monde aujourd'hui, le monsieur qui possède Amazon. Nous, on va sur une plateforme, on commande une montre, un stylo, des accessoires, on est chez nous jusqu'à ce que ça arrive. Mais vous n'avez pas l'ombre d'une idée de la logistique qu'il y a derrière ça. Parce que votre ordinateur, vous êtes au lit sur votre smartphone, vous commandez à une plateforme régionale, peut-être Amazon Paris, c'est elle, j'imagine, qui gère l'Afrique du Nord. Ensuite, l'ordre, il passe chez un producteur qui est au Kazakhstan, lequel doit le charger dans un délai de 48 heures maximum pour l'envoyer à une plateforme dans un pays de collecte qui va venir peut-être jusqu'à Jebel Ali à Dubaï, pour ensuite embarquer dans le premier avion qui va venir au Maroc.
Et avec toute cette vitesse, moi, je fais toujours des essais avec AliExpress. J'ai une moyenne de 32 jours pour être livré gratuitement. Si vous rentrez sur AliExpress aujourd'hui, je ne fais pas de publicité, et il est presque impossible d'avoir les mêmes prix qu'avant parce que la montre peut coûter 100 $ et la logistique autant avec DHL. Pourquoi? Parce que le transport maritime et le transport aérien normal ont été fortement impliqués par Covid-19. Donc, moralité, sachez que vous êtes dans une filière où il n'y a pas énormément de diplômés. Vous travaillez votre gestion de stress, votre communication, vous rentrez dans une direction, prenez le temps de faire un diagnostic rapidement schématique de l'entreprise, puis ensuite de votre département, vous allez faire une liste des axes d'amélioration, pour ne pas appeler ça des défauts, rester sur un côté agréable de la communication, et vous allez trouver que la première des choses, celui qui n'a pas un ERP intégré ne peut pas être un très bon logisticien de nos jours, et celui qui a de trop mauvais partenaires, transitaires, transporteurs, etc., avec des camions douteux, des chauffeurs qui font énormément d'accidents, ne peut pas faire de la logistique. Et celui qui ne sait pas anticiper, planifier et prévoir très correctement ne peut pas être un très bon logisticien. Et en dehors de ça, vous êtes dans des branches qui sont très demandées dans le marché de l'emploi, opérations logistiques, big data, data science et intelligence artificielle. Vous êtes vraiment très chanceux, contrairement aux autres candidats. Aussi, quand on demande un, on a toujours 1000. Pour briller, il faut être quelqu'un. Donc, on va voir s'il y a des questions pour laisser nos étudiants parler. Alors, des questions? Si tu permets, cher professeur, comment on peut voir ici les questions qui sont écrites? Je préfère ne pas ruiner le système. Je travaille avec le concurrent. C'est pas grave. Alors, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Moi-même, professeur Filali, tous les des partenaires dans le conseil de la formation. Notre Fatima, qui nous vient quand même de chez un géant allemand qui est Bosch, on est là pour partager avec vous les expériences, pour ne pas vous noyer avec les histoires de livres, ça vous pouvez le trouver partout. Donc si vous avez des questions, on est là pour répondre. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi j'aimerais toujours revenir sur les outils dont vous avez besoin pour exceller. L'ABC, c'est d'être bien d'abord sur le Word. Ça va vous faire rire, mais je connais des gens qui ne maîtrisent pas toutes les fonctionnalités du Word. Il n'y a pas qu'à écrire un texte. L'Excel, c'est le minimum. De très bonnes présentations, PowerPoint. Partout dans le monde, vous allez trouver beaucoup de gens qui utilisent PowerPoint, mais qui ne le font pas de façon professionnelle. Ils vont ennuyer les gens quand ils vont faire une présentation. Access aussi pour faire des petites bases de données. Pourquoi? Parce que pour les éléments parmi vous qui ont allé créer leur propre entreprise, croyez-moi, ce sont les outils que vous allez utiliser au départ. Vous n'avez pas beaucoup de volume, donc vous n'aurez pas l'argent pour payer un ERP. Et si vous le payez, il va être tellement surdimensionné que ça va être un investissement de trop. Cet argent, vous le gardez pour payer d'autres ressources qui vont vous être très utiles pour générer un chiffre d'affaires et faire des bénéfices. Travailler votre gestion de stress, j'insiste, c'est la troisième fois que j'en parle, parce que les opérations et la logistique sont générateurs de stress. Moi, je me rappelle quand j'étais avec les Japonais, je m'occupais des voitures qui doivent arriver du Japon. Je dois toujours avoir la documentation 15 jours à l'avance, comme quoi s'il y a une surprise, notre transitaire avec l'administration douanière peut trouver une solution, parce que quand le navire qui porte les voitures arrive, c'est un navire de 12 étages, très spécial, qui ne ressemble pas au porte-conteneurs. Les voitures sont descendues à une vitesse inimaginable à partir du 2e, puis l'étage descend le 11e. Pourquoi? Parce que le capitaine, il a 4 heures maximum pour donner toutes les marques de voitures à Casablanca,
puis après, peut-être il a une destination vers un port algérien, puis tunisien, puis revenir au Moyen-Orient. Donc, la logistique coûte très cher. Le temps que le navire doit passer au port, c'est des tranches de 4 heures. Si vous la dépassez de 5 minutes, c'est la même chose comme si vous êtes resté 4 heures de plus, ça coûte une fortune. Et donc, la précision engendre forcément le stress. Quand on a des deadlines et de la précision, on a forcément du stress. Donc, il faut que vous appreniez à gérer votre stress, vous doter des éléments bien formés autour de vous, un système d'information intégré et toujours l'anticipation. Parce que votre erreur, elle va soit retarder la direction de production, si c'est de la matière première qui vient de l'étranger, soit retarder les points de vente. Le cas de Bosch, on ne fabrique pas au Maroc, à ma connaissance, mais elle importe. Donc, vous allez avoir des points de vente qui n'auront pas de marchandises. Donc, les commerciaux vont faire leur rapport en disant on ne fait pas nos objectifs parce qu'on n'a pas de produits dans les magasins. Soit vous allez surstocker et c'est de l'argent qui dort. Quand vous surstockez, c'est des billets d'euros qui dorment les uns sur les autres au lieu qu'ils soient utilisés en bourse ou en matière de production. Donc, dans tous les cas de figure, quand la direction logistique et opération n'est pas performante, ça a un coût extrêmement lourd. Et plus l'entreprise est géante, plus l'erreur logistique fait un manque à gagner terrible. Il n'y a pas de questions écrites. Alors, je vous passe le dernier mot et on passe de chaleureuses salutations à nos partenaires à La Rochelle à partir de Casablanca. Merci tout le monde. Alors, bonsoir. Donc, c'est ainsi que, effectivement, on est de vrais logisticiens, Fatima, parce que 18h30, c'est 18h30. Hein, on a respecté, effectivement, la contrainte délai. J'espère aussi qu'on ait respecté la contrainte qualité. Hein. La contrainte coût d'office, c'est maîtrisé. Hein, d'accord, parce que rien n'est généré comme coût. D'accord, donc c'est une prestation offerte. D'accord, donc en termes de coût, c'est maîtrisé. En termes de délai, c'est maîtrisé. J'espère que, effectivement, en termes de qualité, ça a été. Si vous avez des remarques ou des questions aussi, hein, s'il y a des questions qui viennent de tomber à l'esprit, je suis là pour répondre. Hein, je suis avec vous. Très bien. Alors, en fait, le but, c'est que vous ayez contact avec le monde réel de la supply chain. J'espère que vous avez eu une idée de ce qui attend un manager de la supply chain au quotidien et aussi dans le cadre de l'évolution de sa carrière hein, vers les sphères stratégiques. Je suis très confiant quant à votre en fait prédisposition hein, à aller dans ce sens et à être de très bons managers en supply chain. Nous sommes aussi prêts à vous accompagner par ce genre d'action, en plus de la formation que nous dispensons, pour que, effectivement, nous tenons cette promesse, qui est de former des ingénieurs performants hein, en supply chain. Si vous n'avez pas de questions, hein, je cède la parole à Madame Elisabeth pour conclure. Écoutez, je pense que vous avez tout dit, Monsieur Filali. Merci à tous les intervenants pour leur participation et le temps qu'ils ont dédié à cette conférence. Pour tous les étudiants, le replay sera disponible d'ici 48 heures pour vos camarades qui n'ont peut-être pas pu venir. Et puis si d'ici là, vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les transmettre à Monsieur Filali qui pourra vous apporter les réponses nécessaires. Merci à tous et très bonne soirée et au prochain rendez-vous, prochaine Biconf. Bonne soirée à tous.